Bien, dans tous mes états, parce que je reçois un journaliste d'investigation qui a fait un livre passionnant que je vous recommande, qui s'appelle Histoire secrète, France-Israël en 1948-2018. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et sans faire dans la facilité, mais de temps en temps, laissons-nous aller, Vincent Nouzille, votre histoire aurait pu, en sous-titre, dire « Je t'aime, moi non plus ». Il y a de ça. C'est un côté couple infernal entre la France et Israël. Ouais. C'est un couple qui s'est beaucoup aimé et puis qui a continué de beaucoup s'envoyer de la vaisselle à la figure, finalement, une fois qu'il avait divorcé. Mais en même temps, est-ce que... Alors justement, on va en parler, on va voir si c'est un vrai divorce ou un faux divorce. Mais c'est formidable parce que vous racontez tout ce qu'il y a eu depuis, d'ailleurs, pratiquement donc la création de l'État. Hein, 70 ans. 70 ans. Et je voudrais... Il y a tellement d'épisodes incroyables à raconter, effectivement, mais je voudrais qu'on commence peut-être par l'acquisition. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites dans ce livre, encore une fois passionnant, Vincent Nouzille, sans la France, Israël n'aurait pas eu la bombe atomique. Oui, d'ailleurs, c'est un secret qui n'est toujours pas totalement dévoilé par Israël. Oui. Israël, effectivement, dès les années 50, comme la France d'ailleurs à l'époque, a voulu se doter de l'arme nucléaire, l'arme suprême en l'occurrence. Alors, dans les années 50, il y avait cette liaison politique et militaire entre la France. Très forte. En fait, on a à peine imaginé le climat d'amitié qu'il pouvait y avoir entre Israël des jeunes années et puis la classe politique française, tous bords confondus, y compris des gaullistes, des socialistes, des centristes. La gauche, la droite, tout le monde était pro-Israël, peut-être lié à la guerre, etc. Voilà. Oui. Et donc, il y a eu à la fois de l'armement qui a été fourni. La France était le seul fournisseur d'armes pour Israël de ces jeunes années. Et puis, c'était le seul au départ. C'était le seul. Il n'avait pas les États-Unis comme partenaire. La France était le seul allié stratégique, politique, diplomatique et militaire d'Israël dans ces 15 premières années. Et puis, du fait de cette alliance très forte, politique, militaire, ils ont voulu aller plus loin. Et donc, après la crise de Suez de 1956, Shimon Peres et Ben Gourion, qui sont les leaders israéliens de l'époque, veulent l'arme suprême atomique. Et donc, ils demandent aux dirigeants français, on est encore dans la 4e République, c'est Guy Mollet, le socialiste, qui est là et qui leur dit « Je leur dois la bombe, je leur dois la bombe ». Donc, il y a une alliance secrète qui va se nouer en 56-57 pour que la France, d'une part, elle, se dote de l'arme atomique, et puis, qui ne l'avait pas encore. Et aider le jeune État israélien. Alors, ça va prendre la forme de plusieurs accords secrets que je révèle dans le livre, et surtout de la construction d'un centre nucléaire à Dimona. Dans le désert du Negev, avec une usine d'extraction de plutonium qui est en fait l'usine qui permet de fabriquer des armes atomiques. Et donc, ça va être secret pendant 4-5 ans. Et complètement secret. Y compris en Israël. Les Israéliens ne savent pas. Et évidemment, Ben Gourion, le leader de l'époque, ne veut pas ni que les États-Unis, ni que l'URSS, ni que quiconque. Personne ne savait, à part Israël, enfin, les hautes autorités d'Israël et de la France, personne ne savait. Voilà, absolument. Il y a plusieurs centaines de techniciens, d'ouvriers français, d'ingénieurs, qui vont se rendre là-bas avec des fausses identités. Ils vont être cachés dans un village où ils feront les travaux de manière secrète. Et puis, quand arrive le général de Gaulle, en 58, il commence à tousser un petit peu sur cette histoire. Et il commence d'ailleurs à donner des consignes pour arrêter cette coopération secrète qu'il juge exagérée, parce que lui, il veut l'arme atomique pour la France, mais il ne veut pas qu'on l'accuse de prolifération. Et donc, il va commencer à vouloir stopper cette affaire. Et en fait, dans le dos du général de Gaulle, c'est ça que je raconte qui est absolument fascinant, pendant 3 ans, cette coopération nucléaire secrète continue, alors que le général de Gaulle a donné des consignes inverses. Il faut qu'il se fâche. Et ce sont les mêmes qui continuent avec le général de Gaulle. Je veux dire, à l'ombre du général de Gaulle. Dans l'ombre du général de Gaulle, il y avait toujours Guy Mollet, il y avait Jacques Soustel, il y avait un certain nombre de gens du commissariat à l'énergie atomique qui continuaient de travailler avec les Israéliens. Et puis à un moment donné, quand même, le général se fâche, on est en 60-61, et dit bon, on arrête tout parce que moi j'ai la bombe et je veux pas que je sois puisse être accusé de prolifération. Juste un mot, Vincent Nouzille, vous en parlez, mais est-ce que la guerre d'Algérie a joué un rôle dans le fait que effectivement les ennemis de nos ennemis sont nos amis, voilà, etc. Donc le grand ennemi d'Israël et de la France de l'époque, c'était l'Égyptien Nasser, le général Nasser qui avait pris le pouvoir en 54, qui menaçait Israël, du moins Israël se sentait menacé par lui, et qui alimentait la rébellion en Algérie et donc en armes, en logistique, etc. Donc, il y a eu une coopération entre Israël et la France pour tenter, dans le fond, d'affaiblir Nasser. Et le projet de coopération nucléaire vient, finalement, nourrir cette alliance secrète
contre Nasser. Alors évidemment, à partir du moment où la guerre de l'Algérie s'arrête, ou en 62, lorsqu'il y a les accords d'Évian, évidemment, le général de Gaulle va commencer à réorienter sa politique. Il va commencer à dire, je ne veux plus une alliance exclusive avec Israël, je veux aussi renouer avec le monde arabe. C'est ce qu'on appelle la politique arabe du général. C'est lui, en fait, qui l'a initié à ce moment-là. Donc, entre 62 et 67, pendant 4-5 ans, la France continue d'armer Israël, avec des mirages, d'assauts, etc. Mais elle a arrêté la coopération nucléaire. Et puis, elle noue avec les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, d'autres pays, de relations fortes. Et alors, en avançant, c'est très, très passionnant, c'est vous raconter, effectivement, 67, ça a été la rupture. C'est la rupture de la guerre des 6 jours. De Gaulle qui dit, pas question, faut pas faire la guerre, etc. Ne tirez pas les premiers. Voilà, ne tirez pas les premiers, etc. L'autre lui dit, on ne veut pas se suicider. Mais je voudrais que vous rappeliez, parce que vous racontez les vedettes de Cherbourg. Cet épisode assez incroyable. À partir du moment où le général de Gaulle avait décidé un embargo sur les armes à destination d'Israël, en l'occurrence, les Israéliens qui avaient passé des commandes voulaient évidemment... avaient acheté notamment des vedettes maritimes, qui étaient extrêmement importantes pour sa flotte navale. Eh bien, ils ont voulu les récupérer au plus vite. Alors, au début, l'embargo était sélectif. Donc, pendant 1 an, on peut continuer de construire ces fameuses vedettes à Cherbourg. Et puis, à un moment donné, il y a un embargo total. Là, il y a interdiction. Donc, déjà, dans la nuit qui précède, il y a 2 vedettes qui s'envolent discrètement sous prétexte que décès en mer, en fait, on ne les reverra pas. Donc les Israéliens les ont récupérées directement. Et puis pendant 1 an, il y a toujours 4 vedettes qui sont à Cherbourg, construites pour les Israéliens, mais que les Israéliens ne peuvent pas récupérer. Parce qu'embargo. Parce qu'embargo. Alors là, les services secrets israéliens se mettent, commencent à imaginer un plan totalement machiavélique qui consiste à créer une société bidon, norvégienne en l'occurrence, avec un homme de paille, qui va dire, moi, j'achète ces navires. Et donc, c'est grâce à ce subterfuge, cette société écran, vous le racontez très bien, qui vont récupérer de manière nuitamment, dans la nuit du 24 décembre 69, ces vedettes. Donc, ils ont récupéré officiellement avec un contrat avec une société. Sauf qu'évidemment, les vedettes ne sont pas allées en Norvège. Elles sont allées à Haïfa, où elles ont été accueillies, évidemment. Alors, c'était vraiment à la barbe et au nez des Français, avec quand même des complicités à l'intérieur de l'appareil militaire français, qui savaient peut-être que ces vedettes allaient partir et qui les ont laissé partir. Le général de Gaulle, puis Georges Pompidou, qui était à l'époque le président, sont extrêmement fâchés, extrêmement rancuniers à l'égard d'Israël. Suite à cette il y a eu pratiquement, peut-être pas une rupture complète, mais enfin, il y a eu vraiment un grand froid. On peut dire, c'était la rupture. Enfin, il y a eu un grand froid. Il y a eu cette volonté d'abord du général de Gaulle de virer carrément tous les espions israéliens. Ça n'a pas marché puisqu'ils ont continué d'agir. Et puis, à partir de ce fin 69, Pompidou est très fâché contre les Israéliens. Et je raconte, y compris le Mossad, qui veut déstabiliser Pompidou à travers l'histoire de... Oui, mais racontez, vraiment, le Mossad a vraiment voulu vous raconter ça, c'est un épisode. Le Mossad a vraiment voulu déstabiliser Pompidou. Oui, ils veulent publier une information très gênante pour Pompidou, qui est la publication concernant un gros contrat de vente de Mirage, donc des avions de chasse, à la Libye. Donc la France vend à la Libye. Oui, déjà la Libye. Voilà, la Libye du jeune colonel Kadhafi. Et donc, alors que la France a prononcé un embargo vis-à-vis de ces avions qui doivent partir en Israël, elle vend aux Libyens, lequel Libyen, Kadhafi, veut s'allier à l'Égypte pour détruire Israël. Alors évidemment, les Israéliens sont très mécontents et ils vont lancer une campagne de presse contre Pompidou, qui est accusé de marchand de mort, etc. Et donc, il va se rendre aux États-Unis pour une visite officielle très peu de temps après. Et la communauté juive américaine est très remontée. Il y a des manifestations contre lui. Et il va être molesté, d'ailleurs, avec sa femme, dans un hôtel à Chicago. Et il sera extrêmement furieux de cet incident, à la fois contre les États-Unis, mais aussi contre Israël. Et donc, il a gardé une grande rancune vis-à-vis d'Israël. Très grosse rancœur à l'égard d'Israël. Et donc, pendant toutes les années Pompidou, et ça se poursuit sur Giscard, c'est le grand froid avec Israël. Alors, Giscard a continué cette politique de grand froid. Et alors, Vincent Nouzille, vous racontez, mais je voudrais que vous racontiez aux auditeurs de Sud Radio, pourquoi Giscard a continué. Giscard avait toutes les raisons de continuer, ou il a dit non, c'était la politique arabe de la France. Il a continué la politique arabe de la France. Vous vous rappelez qu'on était dans cette crise pétrolière, et donc la France avait besoin de nouer avec les pays arabes pétroliers des bonnes relations. C'est le cas avec l'Arabie Saoudite, du prix du pétrole, avec l'Irak, avec l'Iran. Et donc, toute cette politique arabe économique, pétrolière, déplaît évidemment fortement à Israël. Et puis, le président Giscard d'Estaing considère, à tort ou à raison, mais que la question palestinienne, alors, devient centrale. Et il va tout faire
pour remettre cette question palestinienne, donc les droits des Palestiniens, à peut-être un jour un État. Et là, Yasser Arafat donc il crée un bureau, il laisse ouvrir un bureau de l'OLP à Paris, il va soutenir des résolutions de l'ONU en faveur des droits des Palestiniens. Évidemment, ça déplaît fortement. Et lorsqu'il y a cet attentat de la rue Copernic, antisémite en 80, il ne se rend pas sur place. Raymond Barre, le Premier ministre, fait une déclaration stupéfiante. Disant quelques Français innocents. Ça voulait cibler des Israélites et ça a tué des Français innocents. Une phrase qui est évidemment d'une maladresse totale, voire antisémite, évidemment. Et donc, pour les Israéliens, Giscard, c'est vraiment le pro-arabe total. Et est-ce que, d'ailleurs, ça m'amuse, on va parler mais après Giscard, mais ça m'a amusé que quand j'ai vu la liste, ça n'a rien à voir, la liste des titulaires de la Francisque de Pétain en 40 et 44, il y avait 2 Giscard d'Estaing et un Mitterrand, bien sûr. Enfin, c'est l'autre problème. Alors, justement, continuons, parce que vous racontez très très bien, justement, c'est la valse des présidents et vis-à-vis de Dreyse, leur politique, et on voit que ça bouge. Alors, avec Mitterrand, dites-vous, les Israéliens reprennent espoir en disant ça va être autre chose. C'est le grand ami d'Israël, il est grand ami de Shimon Peres, qui est le leader travailliste israélien. Et donc, lorsqu'il arrive en 80, il veut renouer avec Israël des relations qui sont quasiment inexistantes depuis presque 15 ans, depuis 67 en fait. Et donc, il va faire cette grande visite d'État, première visite d'un président français en Israël. Et là, c'est pas seulement des relations bilatérales qui sont en jeu. C'est bien ça l'intérêt de cette histoire. C'est pas seulement la relation entre la France et Israël. C'est toute la politique du Proche-Orient. C'est notre influence au Proche-Orient. Ce que je raconte, dans le fond, c'est le déclin d'une influence. C'est cette volonté de vouloir tenir, d'un côté, être ami d'Israël, et d'autre part, de dire, comme Mitterrand, les Palestiniens ont droit à un État. Et il commence à dire ça dès 82 à la Knesset, au Parlement israélien. Et dans le fond, c'est cette position française qui va demeurer quels que soient les présidents. Jusqu'au bout, jusqu'à présent. Voilà. Alors, oui, absolument. Vous avez des présidents qui sont plus proches des Israéliens. C'était le cas de Mitterrand, c'était le cas de Nicolas Sarkozy, c'était le cas aussi de François Hollande. Puis un président qui était plutôt considéré comme proche des Palestiniens, comme Chirac, puisqu'on sait que Yasser Arafat l'a appelé le bon docteur Chirac. Et cette proximité Chirac-Arafat, évidemment, était, pour les Israéliens, c'était casus belli. Non, c'est intéressant parce que ce que vous dites, eh bien, il y a eu effectivement, ça a commencé par une espèce d'extraordinaire solidarité, la France-Israël, etc. On se bat, oui, le petit État, les rescapés de l'Holocauste et tout ça. Et puis après, il y a eu la politique qui s'en est mêlée, la réelle politique. La réelle politique et surtout, évidemment, la guerre des 6 jours qui change la donne, puisque les territoires occupés dont on parle encore aujourd'hui, sont issus de cette guerre de 1967. Et d'une certaine façon, cette question palestinienne, elle est en jachère, si je peux dire, depuis cette époque-là. Elle l'était déjà depuis 1948 avec des réfugiés, mais elle l'est encore davantage, avec évidemment une occupation en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, de tout Jérusalem, qui fait qu'encore aujourd'hui, la question de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par les États-Unis, c'est évidemment à rebours de l'ensemble de la communauté internationale qui n'a jamais reconnu l'occupation de ce sauf qu'Israël a quitté Gaza et on a vu qui a pris la place. Alors voilà, c'est la question de la division du camp palestinien entre, d'un côté, l'autorité palestinienne à Ramallah, qui était incarnée longtemps par Arafat, qui aujourd'hui l'est de plus en plus difficilement par Mahmoud Abbas, qui est malade, et puis la montée en puissance du Hamas dans la bande de Gaza. Vincent, encore une fois, vous racontez tout ça avec Mitterrand, avec Sarko. Mais moi, la question que je voulais vous poser, justement, en tant que vraiment, vous avez fait un travail d'enquête formidable, et ça se lit encore une fois comme un thriller, vraiment. Il y a un côté l'espion qui venait du show, comme dit l'autre. Mais aujourd'hui, justement, avec ce qui se passe, avec le gigantesque rebattage des cartes, si je peux dire, et les plaques tectoniques qui bougent, avec la rivalité sunnite-chiite, avec les Américains d'un côté, l'axe Arabie Saoudite, Israël, Égypte, etc., patronné ou en tout cas sponsorisé un peu par Trump, et le côté Russie, Iran, etc. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, et justement, qu'est-ce que ça entraîne ? J'ai l'impression que c'est plus qu'une impression, que la question palestinienne, non pas n'existe plus, bien sûr, loin de là, mais est passée au second plan. C'est tout à fait, c'est une réalité. Autant elle était centrale dans les années 70-80, le personnage d'Arafat, d'une certaine façon, incarnait à la fois ces droits des Palestiniens, cette difficulté à dialoguer, puisque dans les années 80, lorsque, par exemple, je raconte, Mitterrand le reçoit pour la première fois à Paris en mai 89, il est évidemment vilipendé
par la presse israélienne et les autorités israéliennes. Et puis progressivement, on va vers les accords d'Oslo qui avorteront dans leur application. Bien sûr. Donc il y a Rabin, eu cet Arafat, espoir. tout ça, oui. Voilà, il y a eu cet espoir. Et puis finalement, on a buté sur des réalités très tangibles. D'une part, en Israël, une politique qui s'est plutôt durcie avec un terrorisme d'un côté. Eux ne croyant pas du tout aux volontés de paix palestiniennes, les Voilà. Palestiniens ne croyant pas du tout aux volontés de... La question de la retirer. sécurité d'Israël, de la lutte contre le terrorisme du Hamas, etc., est devenue centrale pour l'opinion israélienne. Bien sûr. Donc, avec un Benjamin Netanyahou qui, quelles que soient les critiques qu'on puisse lui faire, est en poste. Il est en poste depuis 2009. Donc, ça fait 9 ans qu'il est là. Bien sûr. Il avait déjà fait un mandat précédemment. Donc, il tient bon cette barre, Absolument. même s'il a des affaires judiciaires qui le Mais fragilisent. tiens, bien sûr. Donc, lui, il est solide. Et il a réussi à convaincre Trump, ou Trump était convaincu de l'avance, que dans le fond, sa politique était la bonne. Oui. Donc, ce fait accompli de Jérusalem comme capitale, cette répression à Gaza, sur la frontière qu'on a vue le 14 mai, qui a fait de nombreuses victimes, d'une certaine façon, Israël ne craint pas grand-chose, ni en termes de sécurité, ni en termes de diplomatie. Non, mais surtout qu'encore une fois, la question palestinienne, par Obama, moi je dirais, et les Arabes eux-mêmes, un certain nombre d'Arabes, est passée au second plan. Alors la France, évidemment, ça. continue Bien sûr. de vanter les mérites d'une solution à 2 États, Bien sûr. d'une négociation nécessaire. C'est la seule Mais d'ailleurs, oui. la France, en l'occurrence, et je le raconte à la fin du livre, Oui, elle a de oui. moins en moins de prise sur ces événements au Proche-Orient. Elle a un peu de prise sur le Liban. Elle essaie de protéger une souveraineté du Liban. Mais sur le reste d'Israël, La Syrie, c'est fini. voilà, Ça, il y a eu ouais. pendant longtemps une volonté, y compris de Sarkozy, de peser sur Netanyahou. Mais il n'a pas réussi Il à n'a pas- faire plier. En tout Bibi. cas, un livre passionnant, vraiment à lire, à dévorer. L'histoire secrète France-Israël est vraiment... on y passe beaucoup de temps et heureux.